ですか? La subversion, en règle générale, c'est le retournement violent de ce qui était en place et la transformation d'une chose en une autre. Par exemple, le M de Mario qui se fout cul par-dessus tête pour devenir l'emblème du méchant W9, c'est la première d'une longue série de subversions dont Wario Land et ses suites sont les résultats. De la même manière, un innocent RPG Super NES qui se fait passer pour un film de série B, puis balance tout naturellement un gros sample des Monty Python, c'est l'annonce d'une démarche entièrement subversive. C'est même une forme aiguë de ce mode de subversion sur lequel se fonde à peu près tout renouvellement artistique, en particulier depuis un bon siècle. La preuve que ce procédé fonctionne, c'est qu'au prix de longs efforts, après nous avoir fait subir Guignol-Guérin, Monterland et Kaamelott, l'histoire pénible de l'art nous offre enfin, grâce aux jeux vidéo, ses premiers fruits bien mûrs. Après avoir suivi plus ou moins docilement le modèle des Mario sur console, la série de jeux Game Boy Super Mario Land prend un tournant décisif avec son troisième épisode, Wario Land, qui nous invite à contrôler l'antagoniste du jeu précédent. Cette fois, parce qu'on joue le méchant, on ne sauve ni princesse ni royaume champignon. On participe aux entreprises honteuses d'un aventurier en yinche de thunes. Ce premier bouleversement en appelle d'autres, qui s'accumuleront pour aboutir dans Wario Land 3 à un système de jeu radicalement différent, voire opposé à celui de Mario Land. Pour faire simple, on arrête de compter les secondes, et l'on retire au personnage la possibilité de mourir. Ça veut dire qu'avec Wario Land 3, il devient possible de circuler sans pression, dans une abondance déraisonnable de temps, et d'essayer des trucs. La partie se transforme alors en une succession d'énigmes et de pièges qui se jouent de nous bien plus que nous ne jouons avec eux. On tourne en bourrique, mais on ne subit aucune punition, si ce n'est la perte d'un peu de ce temps qui n'est de toute façon plus compté. Ce que ce jeu nous propose ainsi, l'air de rien, c'est une expérimentation libre et débarrassée de toute contrainte. Cette liberté fraîchement gagnée permettra, avec Wario Land 4, de revenir vers certaines mécaniques mariolesques sans abandonner la dimension exploratoire, et donc de donner naissance au meilleur jeu de la GBA et du monde. Earthbound, comme Wario Land 3, n'est que la continuation d'un mouvement déjà amorcé et destiné à se poursuivre. Mais son antécédent, Mother, et sa suite, Mother 3, n'ont jamais été distribués en dehors du Japon. C'est pourquoi il porte un nom nouveau, spécialement destiné au monde du dehors. Earthbound a donc été la seule fenêtre offerte aux occidentaux pour entrer dans l'univers merveilleux et désespérément américain de la série Mother. Sur le moment, ça n'a pas suffi. Les ventes hors Japon ont été très décevantes, en partie à cause d'une stratégie publicitaire axée autour du slogan « Ce jeu pue », que venait confirmer une série de patchs odorants dégueux et de vannes imbitables. Jusque dans son habillage marketing, Earthbound aura été un objet totalement singulier. Et même s'il n'a pas trouvé tout de suite son public international, il rassemble aujourd'hui l'une des fanbases les plus massives et les plus dévouées du milieu. Elle a traduit vaillamment Mother et Mother 3, révisé la traduction déjà admirable d'Earthbound, puis a été jusqu'à fabriquer un quatrième jeu qui devrait bientôt tenir honorablement la comparaison avec ces trois modèles. Ces gens-là ne lâchent rien et ne lâcheront jamais rien. Pourquoi diable? Qu'y a-t-il donc à voir dans ce pauvre Dragon Quest qui pue et qui est sorti 10 ans trop tard? L'auteur de Mother n'est pas un créateur de jeux vidéo. Shigesato Itoi est un champion de pêche et un officiel du Monopoly. Il bricole des nouvelles avec Murakami, des chansons pour Ryuichi Sakamoto, des accroches pour les films de Miyazaki, et fait même la voix du papa dans Totoro. Mais quand il arrive chez Nintendo, c'est seulement pour faire la publicité d'un dating sim sur NES. Il a tellement pas le profil que quand il demande gentiment s'il peut faire un jeu, Miyamoto commence par l'envoyer paître avant que Yamauchi n'ait un mouvement de pitié et le retienne. On le laisse faire son jeu. Et si, de près ou de loin, ça vous intéresse de savoir comment un dilettante vagabond qui fait des pubs avec ce chien de Woody Allen peut débarquer dans le game et le foutre à l'envers immédiatement, ou si vous voulez découvrir le point commun entre Satoru Iwata et les voix du Seigneur, faites un tour sur Hardcore Gaming 101 et lisez les articles d'Iwant qui valent bien mieux qu'une heure de notre tchatch. Mother, pour résumer, c'est l'œuvre d'un personnage iconoclaste étranger à l'industrie, et c'est donc l'occasion de remettre en question tout ce qu'on croit savoir sur le jeu ou sur les extraterrestres. Aujourd'hui, si nous choisissons de nous concentrer plutôt sur Earthbound, c'est parce qu'il est plus abouti, et parce qu'il a été pour beaucoup de gens le premier contact avec la série et avec l'âme du monde. Dans ce jeu, les poncifs qui forment habituellement la structure invisible des RPG sont déplacés, modifiés et portés à notre attention. Le menuing nous est expliqué par un chien possédé par l'esprit du développeur. On traverse le didacticiel qui est à crever de rire après une vingtaine d'heures de jeu. Et rien n'est fait pour habiller un peu les obstacles artificiels qui contiennent notre progression. Le jeu, dans sa fausse naïveté, nous explique qu'ils sont là pour une raison étrange.
Ainsi, ces éléments ne jouent plus seulement leur rôle habituel, mais deviennent les objets d'un jeu nouveau, par lequel se mesure notre complicité avec Itoi et son équipe. On est amusé de voir le messager du futur écrasé après 1 minute 30 par un personnage secondaire, de ne recevoir du premier ennemi iconique du jeu que des attaques totalement inefficaces, ou encore de constater que derrière l'interface de baston qui nous cache tout, il peut se passer des trucs plus importants que le combat lui-même. Earthbound fait mine d'ignorer toutes les lois implicites dont dépendent habituellement la jouabilité et la vraisemblance d'un jeu. Au premier événement qui secoue le quartier, la famille de notre personnage le fout dehors et lui annonce qu'il va sauver le monde. Lorsque Poki désigne par une métaphore le bourdonnement d'abeilles mystérieusement produit par la météorite, une véritable abeille ridicule finit par en sortir. Et nous, qui continuons d'agir en fonction des lois désormais caduques du RPG, tombons alors dans une série de pièges et découvrons ainsi un nouvel ensemble de lois, une nouvelle vraisemblance et une nouvelle jouabilité. Cet univers ne nous paraîtra jamais incohérent parce qu'il ne confond jamais vraisemblance ludique et vraisemblance narrative. Une même logique est à l'œuvre dans Wario Land, dont l'esthétique cartoon cohabite avec un faux souci de vraisemblance, qui est lui-même un gag. Mamma mia! Ces deux jeux se font une spécialité de nous mener à la baguette. Bien souvent, Earthbound anticipe nos actions en ne nous proposant que des choix illusoires, ou en annulant à la dernière seconde un déroulement qui nous aurait déçus parce qu'il était trop simple. Notre obéissance et notre confiance sont sans cesse éprouvées par ces procédés parfois cruels et toujours drôles. Nous devons nous laisser faire, comme le personnage de Pooh qui consent à ce que ses membres et ses sens lui soient enlevés puis restitués magiquement. Nous n'avons pas vraiment de liberté à l'intérieur d'Earthbound. Nous déroulons linéairement le jeu qui n'offre pas de quête annexe et ne laisse aucun espace inexploré. Il nous guide, comme Uncharted, à travers un spectacle au rythme irréprochable, et nous remet ainsi à notre place de 999e visiteur. Il faut croire que nous ne sommes pas si spécial que ça. C'est ce que nous dit BuzzBuzz lorsqu'il vient nous annoncer l'inévitable prophétie de l'élu. Il pense que nous pourrions être l'élu, mais rien n'est sûr. C'est qu'en vérité, il y en a beaucoup d'autres. Et pour que nous puissions imaginer l'immense partie de notre expérience de jeu qui est engendrée par nous et qui nous appartient, nous devons d'abord nous souvenir qu'une autre partie de cette expérience est partagée par d'autres. Cette conscience a offert aux fans d'Earthbound une formidable liberté créatrice. Elle leur a notamment inspiré nombre de chefs-d'œuvre qui, prenant appui sur la fantaisie émancipatrice de Mother, ont emprunté des directions très diverses. Eux-mêmes ont pu être traduits, détournés et imités à leur tour. La liberté que nous offre Wario Land repose elle aussi sur un paradoxe. Nous contrôlons un personnage sans partager ses intérêts. En début de partie, un mystérieux visage nous implore de sauver son univers tout en nous signalant la présence accessoire de trésors dans ce monde. Nous comprenons alors que notre relation avec Wario repose sur la proximité de deux quêtes parallèles, la nôtre et la sienne. Ainsi, notre expérience de jeu n'est pas vraiment marquée par la volonté d'accumulation qui motive le personnage. Les pièces n'ont pas de valeur particulière, et les trésors, la plupart du temps, sont immédiatement utilisés sur l'environnement pour débloquer de nouvelles zones. La quête accumulatrice de Wario satisfait donc par hasard notre besoin d'explorer le jeu, et nos deux chemins convergent finalement vers la quête annoncée en début de partie. Nous avons bel et bien, et sans avidité aucune, mené une chasse au trésor. Nous avons collaboré avec le personnage sans jamais nous confondre en lui, comme nous l'aurions fait en jouant à Mario Bros. Dans ce jeu, où l'urgence et la peur nous foutent enfin la paix, nous ne sommes pas non plus retenus par une identification qui nous dirigerait trop nettement. Il n'y a même pas une traînée de piécettes pour nous dire où aller. De même que Mario Land ne partageait pas l'environnement de Mario Bros, Wario Land constitue encore une nouvelle réinvention, où ne subsiste presque rien des jeux précédents. L'univers de Wario Land, c'est d'abord un territoire d'une grande diversité, où chaque lieu fonctionne différemment. Parce que les clés nécessaires à l'exploration d'un monde sont toujours dispersées dans les autres, nous devons sans cesse voyager entre les environnements, revenir sur nos pas et naviguer dans cette diversité de mécaniques. L'autre particularité de cet univers est son aspect changeant. Il est non seulement soumis à un cycle jour-nuit qui renouvelle encore la forme de chaque espace et implique des allées et venues, mais il est aussi transformé continuellement par notre action, qui révèle ses possibilités cachées. On se sépare ainsi de l'idée d'un monde fixe, naturel et définitif. Tout est mouvant, tout est soumis à une continuelle subversion. L'incroyable diversité de ces transformations forme une série de surprises plaisantes qui interviennent en jeu comme des récompenses. Earthbound met lui aussi en scène une subversion totale de son territoire, mais il propose deux formes bien distinctes de ce phénomène. D'abord, il y a la déconstruction des poncifs du jeu vidéo et des croyances logiques dont notre monde est fait. C'est un dépoussiérage rafraîchissant qui trouble, inquiète et amuse petits et grands. Ensuite, il y a l'aliénation de toutes les formes de vie terrestre qui subissent l'influence néfaste des extraterrestres et deviennent hostiles. En gros, donc, la subversion dans la forme de la pensée et dans les règles des jeux, c'est un plaisir inventif,
Mais la subversion dans le cœur des êtres et dans le monde vivable, c'est plutôt l'angoisse. Il faut la combattre pour revenir à un état normal et éventuellement naturel. L'espace où Shigesato Itoi situe la pratique du jeu correspond à une zone intermédiaire entre bien et mal. Il est une déviation par rapport à la justice pure, mais il protège de ce qui se trouve au-delà de la blague. Le jeu et la subversion ont ainsi tous deux quelque chose d'inquiétant. Ils nous bousculent et nous permettent d'apercevoir une réalité secrète, illicite et dangereuse. Porky, l'enfant responsable de la secte happyiste, de l'entreprise monopolistique de Forside et de l'impérialisme de Newport qui sont trois visages de la subversion maléfique, se révèle dans Mother 3 n'être qu'une sorte de maître de jeu privé de tout contact avec ce qui est bon. À la manière de Skull Kid, il est un enfant que la solitude a exposé à la corruption. Dans Earthbound, comme dans Mother 3, ce qui manque à Porky est une sorte d'équilibre, qui ne saurait être atteint que par le jeu et qui est une condition irremplaçable de la vie. Une même mise en rapport du bon et du mauvais est à l'œuvre dans Wario Land 3. D'abord parce que nous cherchons à sauver le monde à l'aide d'un vilain personnage, ensuite parce que notre réussite dépend d'une série d'aides involontairement apportées par nos ennemis. Si dans cet épisode ils ne peuvent plus nous tuer, ils peuvent néanmoins nous transformer. Et les différents états qu'ils nous permettent d'atteindre sont à la fois des contraintes, parfois très frustrantes, et des outils indispensables à la résolution d'énigmes. Le dualisme qui oppose bon et mauvais, utile et nuisible, est ainsi mis à mal dans Wario Land 3, particulièrement lorsque nous apprenons en fin de partie que nos ennemis étaient comme dans Earthbound de simples villageois transformés, et qu'ils devaient nous empêcher de réveiller l'esprit maléfique du boss final. Parce qu'à l'image de Carpenter ou de Monotoly nous étions prisonniers d'une illusion, nous avons obéi à une autorité malveillante et accompli sans le savoir une série d'actions injustes. Earthbound nous place dans une position tout aussi délicate en prêtant notre visage à l'incarnation du mal, et en faisant intervenir sa représentation au cœur de notre espace intérieur. Il est manifeste qu'une part de cette entité purement mauvaise existe à l'intérieur de notre personnage. Nous l'imaginions comme une présence extraterrestre, étrangère, mais bien qu'elle soit apparue sur le point d'impact d'une météorite, elle appartient aux profondeurs de notre Terre, et y est irrémédiablement liée. Le mal vient plutôt de l'intime que du lointain. Ainsi, il n'y a que l'intime qui puisse avoir raison de lui. C'est pourquoi la quête principale d'Earthbound exige que nous retrouvions dans des sanctuaires terrestres les fragments d'une mélodie connue, qui nous revient progressivement à travers des réminiscences presque proustiennes. L'association finale de ces fragments fait ressurgir dans notre mémoire l'état le plus simple et le plus unique qui soit, celui de la petite enfance. Dans Mother, cette berceuse que nous reconstituons ainsi n'est pas la nôtre, mais celle de Gigias, notre arrière-petit cousin qui est accessoirement l'incarnation du mal. Mais qu'elle soit attachée à lui ou à nous, la mélodie reste une ressource infiniment puissante qui révèle l'état originel des choses. De la même manière, les mélodies que nous devons rassembler dans Wario Land 3 contiennent quelque chose qui a disparu et qui peut ressurgir à travers elles. Il s'agit des pouvoirs de Rudy, le clown qui régnait jadis sur la boîte à musique où nous sommes enfermés. Là encore, la musique est un portail reliant le bien au mal. Elle est une puissance mystérieuse dont la nature est incertaine. Elle est force de subversion pure. Lorsque nous la retrouverons, totalement détachée de notre quête principale dans Wario Land 4, elle sera à la fois le souvenir de l'aspect totalement subversif de Wario Land 3 et la forme la plus concentrée de sa force rebelle. L'Amérique rêvée de Shigesato Itoi est l'image parfaite d'une normalité banale qui attend d'être subvertie puis célébrée. Appliqué aux arts, le terme subversion désigne couramment une sorte de contre-pouvoir secret, une force de réinvention continuelle et un défi insolent adressé à tous les chiens de garde de l'immobilisme. C'est ce que l'on oppose aux illusions de pouvoir et de grandeur qui menacent l'univers d'Earthbound. C'est ce qui retourne les points de Rudy contre lui-même et transforme une nouvelle fois l'univers de la boîte à musique. Mais ce qui triomphe véritablement de ces illusions, et ce qui constitue la force la plus prodigieuse dont nous disposions, c'est une foi terrestre et simple qui rassemble les terriens autour d'une prière unanime. En atteignant ce degré de sincérité, on sort momentanément de la satire pour entrer dans Dragon Ball Z. On admet très sérieusement que ce qui compte, c'est la Terre, c'est l'espoir, et c'est le rassemblement de tous les êtres sans distinction.